Olivier Lubrano, salut. Salut. Merci beaucoup de m'accorder ces quelques minutes avec moi. C'est un pléonasme, mais c'est pas grave. Merci à toi. Moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, on se connaît, mais sans se connaître. Et tu as sorti ta première bande dessinée qui s'appelle La Cellule Fantôme chez Clair de Lune. On va y venir, ça c'est sûr. Je vais te cuisiner là-dessus. Ah bah, allons-y. Mais première question, pas très originale. Présente-toi et si tu peux nous donner ton parcours qui t'a mené jusqu'à la bande dessinée. Ok, alors je vais essayer de pas faire trop long, mais alors donc je suis Olivier Lubrano d'Icicode. Je suis un jeune auteur de bande dessinée, en tout cas jeune. C'est un jeune auteur. En termes de bande dessinée, après jeune. Donc ça fait très longtemps que je suis passionné par le dessin et la bande dessinée, quasiment depuis toujours. Je m'y suis mis, on va dire, assez jeune, mais c'est vrai que c'est la première bande dessinée que je publie parce que tout simplement ça met du temps, et surtout mon premier métier, moi, c'est je suis prof en fait, je suis prof d'art plastique. Ah d'accord, donc je comprends pourquoi voilà, tu sais dessiner, d'accord. C'est ça, voilà. Donc le dessin ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, c'était une passion depuis toujours au collège. Alors, alors je pose la même question aux dessinateurs, est-ce que tu étais l'élève qui dessine au fond de la classe, dans la marge? Alors complètement, pourri tous mes cahiers de dessin et ce jusqu'à la fac, hein, donc j'ai jamais arrêté. Et donc j'étais toujours passionné par la bande dessinée. Ça a toujours été un rêve quelque part d'en faire, j'en ai toujours lu. À l'âge de 17 ans, j'étais avec un petit groupe de copains et on a eu la chance en fait de participer à un atelier bande dessinée. Ouais. Parce qu'à l'époque, ça remonte à loin, c'était dans les années 90. Oula, et oui, moi j'étais déjà né, donc ça va. C'était en 95, je crois, 94-95, dans ces années-là. Donc moi j'étais relativement jeune, je devais avoir 16-17 ans. On était au lycée avec un groupe de 3-4 potes. En fait, on a vu, c'était un truc à l'époque, de nos jours ça existe quand même, il y en a assez souvent, à l'époque ça n'existait pas du tout. Et il y avait un atelier de bande dessinée qui se faisait, en plus qui était fait par un pro, donc c'était Didier Tarquin, le fameux dessinateur de l'Enfeust de Troyes. Ouais. Et donc du coup, ça a été moi vraiment ma première vraie expérience de la bande dessinée, ça a été de pouvoir faire 2 ans en fait de cours avec Didier Tarquin, avec un vrai pro. Et ça alors ça a été incroyable, c'est vraiment là où j'ai appris concrètement et j'ai vu concrètement ce que c'était que la bande dessinée. En plus c'était à une époque où c'était les débuts, on va dire, dans la bande dessinée de Photoshop. Du coup, les premières planches que j'ai vues moi, c'était des planches à l'ancienne, faites sur des grands formats, faites au crayon bleu, parce qu'après c'était photocopié avec du blanco, des gommettes, tout ça. Ça se trouve, les dessinateurs, le travail actuel d'un dessinateur, ça n'a plus rien à voir. Ah en tout cas, moi qui ai un peu commenccommencé comme ça, pour le coup, moi maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a vraiment plus rien à voir. C'est vrai que c'est des choses qui ont changé, on photocopiait nos planches, tout ça. Et donc pendant 2 ans, on a eu cette chance vraiment de pouvoir côtoyer un pro, et en plus d'être dans cet atelier où il y avait plein de gens très motivés. Et ensuite, donc l'atelier s'est arrêté parce que Didier Tarquin est parti sur Aix-en-Provence. C'est là où tu m'as dit qu'en fait lui il a explosé avec l'Enfeust. En fait moi c'était le tout début de la sortie du premier tome de l'Enfeust, et donc les 2 ans ça a été vraiment la montée en puissance du succès de l'Enfeust. Moi j'ai vu beaucoup de planches du premier l'Enfeust, j'ai vu quasi toutes les planches du second tome, donc c'était incroyable, on voyait ça avec nos yeux de gamin, on était fous quoi, c'était vraiment incroyable. Est-ce que tu as gardé un tome 1 édition originale? Ah oui, et je pense avoir, ça doit être chez mes parents, mais 1 ou 2 l'Enfeust dédicacés de l'époque. D'accord. Ah oui, je dois en avoir 2 sur 1. Je vais aller faire un tour sur eBay au cas où. Ouais, non, mais je le garde, et puis c'est vraiment là, pour le coup, c'est sentimental. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, il faudrait que j'y aille. Pendant 2 ans, ça a été vraiment. Alors, c'était un petit atelier, hein, on avait genre une après-midi, c'était tous les mercredis après-midi, une fois par semaine, mais ça a été quand même super formateur. J'ai vraiment. C'est là où on fait des petites cases et des petites planches dans sa chambre chez soi, puis là, on voit le vrai travail de pro. Et là, d'un coup, voilà, le pro te donne une méthodologie. C'est ça, plein de conseils, des choses très concrètes. C'est là où, dans les petites règles de la bande dessinée, on disait quand on finit une page, il faut qu'il y ait un petit moment de suspense, pour que, surtout quand c'est une double page. Alors déjà, on comprend la bande dessinée par double page, pas par une seule page, parce que quand on l'ouvre, on a les 2 pages ensemble, donc c'est vrai qu'il faut les storyboarder, les concevoir. Et donc ça ensemble. aussi, ça se pense en fait. Et évidemment, ça se pense. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est grâce à cet atelier-là, que tous ces questionnements qui sont vraiment typiquement liés à la bande dessinée, je me suis rendu compte de ça en fait. J'avais aucune idée de ça. Tu vois, pareil qu'à la fin d'une double page, il faut qu'il y ait soit une question, soit un petit suspense pour qu'on ait envie de tourner la page. C'est des règles de base, mais évidemment, t'as 17 ans, t'as envie de faire de la BD, t'as jamais vu ça. Tu dessines en fait. Et ça, c'est des trucs qui sont incroyables. À la fin de ces 2 ans, donc, Didier, alors je ne sais plus exactement des détails, mais Didier Tarquin donc, est parti sur Aix, et ils sont allés fonder l'Enfeust Mag, et ils ont fait un atelier. Oui, je me souviens, ouais. Et donc, moi, j'ai certains de mes potes qui ont suivi Didier Tarquin donc, dans cet atelier. Dans cette aventure, qui ont été publiés dans l'Enfeust Mag, et qui ont fait. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu incroyable avec cet atelier, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui ont fini par publier au moins une BD pro. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même par concrétiser. Par concrétiser. Et il y en a qui ont carrément, qui sont des auteurs ultra reconnus de nos jours. Hein. Par exemple, il y avait Olivier Dutot, celui qui fait Les Petits Diables, donc qui est quand même un tome
au moins 30, ou pas Oui, loin, de je Petit pense. Diable, donc qui est quand même une référence, enfin c'est le Boulet Bill de sa génération, Ouais. quoi. C'est un truc, c'est énorme quoi. Il y a Guillaume Bianco qui fait Billy Brouillard, il y a Joachim Diaz, il y a Benjamin Ferré, il y a Florent Bonin qui est mon coloriste aussi, Oui, qui j'ai est un vu. pote on est toujours resté en Et contact. alors, est-ce que t'es le petit dernier de la bande Ben, je pense que je dois être celui qui a concrétisé le plus tard parmi tous D'accord. ceux-là. Alors il y en a d'autres, mais je me souviens plus. Mais je pense que parmi, oui, je dois être dans les derniers. Si je suis pas le dernier, je dois pas être, je suis assez à la traîne. Et du coup, c'était quand même un espèce de vivier assez incroyable. Moi, je suis parti sur d'autres horizons. Je les ai pas suivis, mais en fait, je suis parti à la fac parce que bah, j'étais tout jeune et puis je voulais voir d'autres choses. Et en fait, donc là, je suis parti faire une fac d'art plastique, donc avec un cursus classique. Et ça m'a aussi apporté beaucoup de choses parce que bah, c'est là où je me suis ouvert sur l'art, pas que la bande dessinée, parce que pour moi le dessin c'était la bande dessinée. Ouais, d'accord. J'ai découvert l'art, l'art classique, l'art moderne, l'art contemporain. J'ai aussi appris à dessiner de façon classique à la fac, c'est-à-dire que bah, j'ai fait de l'anatomie, j'ai fait du nu, j'ai fait de la perspective, et du coup bah, ça m'a aussi nourri. Et ça t'a donné des bases solides. Ça m'a donné des bases solides en dessin, et surtout bah, ça m'a permis de devenir prof d'art plastique et donc quelque part prof de dessin. Et c'est aussi en enseignant en fait que bah, j'ai, on va dire, consolider ma pratique. C'est-à-dire que je n'étais pas un pro de la perspective, je n'aimais pas particulièrement ça. Ben, en l'apprenant aux autres, on devient Tu bien t'es perfectionné, meilleur. ouais, Je me suis vraiment perfectionné à ce niveau-là. Et donc, c'est un petit peu ça voilà, qui a créé mon parcours, on va dire, artistique et lié au dessin et à la bande dessinée. J'avais toujours ce rêve quelque part de faire de la bande dessinée, c'était toujours dans un coin de ma tête. J'ai continué à y travailler, mais un peu comme une passion, quoi. Et petit à petit, j'ai progressé, et c'est là où je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir faire des projets un peu plus sérieux. Ma question c'était qu'est-ce qui fait qu'à un moment on veut se lancer dans la bande dessinée de manière sérieuse en disant je vais concrétiser ce rêve. Ouais, c'est ça. Hein. Pour le coup, moi, c'était vraiment un rêve. Et je pense qu'il y a on va dire, il y a la passion. Hein. C'est Ouais, tout du simple. dessin, Hein. C'est-à-dire que même quand j'étais à la fac, où je faisais plus du tout de bande dessinée, où j'étais plus que lecteur, au fond de toi, tu as toujours un petit peu envie de le faire. Tu as toujours un petit peu des idées. Voilà, ouais. tu as toujours des idées, et puis ça te revient en fait, ça te revient. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est un peu installé, que j'ai eu mon boulot, que j'ai ma vie qui s'était un peu stabilisée, qu'on commence à avoir un peu du temps, on se dit tiens, ça démange, ça reprend. Et puis là, on décide, on essaie de dessiner le plus possible, on cherche des idées, on écrit. Et petit à petit, c'est comme ça, on va dire que j'ai progressé mais je pense aussi que j'ai mis du temps parce qu'il m'a fallu du temps en fait pour gagner une certaine maturité, ne serait-ce qu'au niveau stylistique, au niveau dessin. C'est long, enfin en tout cas pour moi c'était un peu long. Il m'a fallu le temps de m'entraîner, de voir ce que je voulais faire. Alors on y vient. Tadam, ce qui nous intéresse, la cellule fantôme. Est-ce que tu pourrais nous faire un pitch de la cellule fantôme? Alors je vais te faire alors on pourrait dire il y a deux sortes de pitch, mais on va dire le pitch le plus simple. Ça c'est toujours un exercice un peu difficile. Donc c'est une bande dessinée de science-fiction un peu action, assez pulp dans l'esprit. Et on est en 2115, donc dans un futur pas trop éloigné. Et on suit en fait les aventures donc d'un ex-mercenaire qui s'appelle Eric Cuervo. Il a eu une vie un peu compliquée, il y a beaucoup de gens très puissants qui veulent sa peau, il veut se cacher et personne ne veut l'aider, si ce n'est une organisation secrète qui s'appelle donc la cellule fantôme. Et en échange, on va dire, de le faire disparaître, la cellule fantôme l'engage en tant que, on pourrait dire, homme de terrain. D'accord. Et donc là, dans ce premier tome, on va suivre en fait sa première mission. Donc un peu à l'improviste, il est appelé en fait pour aller neutraliser des kidnappeurs et récupérer une technologie volée. Parce que c'est un peu la cellule fantôme, c'est une sorte d'organisation secrète et clandestine qui justement s'occupe des technologies un peu exotiques, des technologies un peu dangereuses. Et donc lui, on l'envoie récupérer cette technologie et neutraliser 3 kidnappeurs. Ce qui est a priori très largement dans ses cordes, sauf que en arrivant sur place, il va découvrir des choses très étranges. Il va tomber sur des malfrats, mais plutôt sur des types qui vénèrent une sorte de machine. Ça le dépasse un peu là, ce qui est... Ça le dépasse complètement, et il va ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui va l'amener à découvrir un univers où justement la science et on pourrait dire un peu le mysticisme se mélangent. Je me remonte. Je m'enfonce au fur et à mesure. Ouais, non mais on est bien, on est quand même assez... On va finir par s'endormir. Pourquoi forcément de la SF? Alors, la science-fiction, moi c'est un genre que j'adore. C'est un genre que je suis un gros lecteur de science-fiction. Cite-moi une rêve, vas-y, une rêve de science-fiction, n'importe, cinéma. Un truc pointu ou un
suis pas trop pointu. Peu importe, là, je te caille à froid là, mais vas-y. Moi, je suis un très gros fan, par exemple, un truc très différent de ce que je fais moi, du space opéra, un peu art science. Donc déjà, là, il y a des termes. Ouais. En roman, j'aime beaucoup Alastair Reynolds. C'est le cycle des inhibiteurs, je crois. Je te cache pas que je connais voilà, pas. Non. Disons que alors moi, je suis un gros lecteur de science-fiction déjà en roman. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai lu un peu de tout. Hein. J'ai lu évidemment du Philippe K. Dick. Ouais. J'ai lu Hyperion. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses, j'aime beaucoup justement un peu tout ce qui est cyberpunk, j'aime beaucoup de courants de science-fiction, donc le cyberpunk, le art science, je sais pas si tu vois un peu ce que c'est la SF, basé on va dire plus sur des vrais concepts scientifiques, qui tournent autour de la science et qui essaient de s'en amuser, de voir un petit peu. Et moi je voulais créer un univers en fait un peu bac à sable où je pouvais faire vraiment ce dont j'avais envie, et je trouvais que la science-fiction c'était un bon moyen de le faire. Et surtout, je voulais pas forcément faire un univers un peu fantastique, mais sans forcément aller dans de la fantasy ou dans des choses comme ça. Et donc, la science-fiction, c'était un bon moyen de développer un univers en essayant quand même de garder une base assez, assez concrète, qui part pas trop dans tous les sens. Qui est un peu de réel dans le. C'est ça, voilà. Et en plus, je voulais pas fantastique. Je voulais pas trop m'éloigner de nous. On est 100 ans dans le futur et il s'est passé des choses, mais finalement, le monde est assez proche du nôtre. Il est même très proche du nôtre. C'est un des. Ça permet au lecteur de se projeter. C'est ça, de s'identifier. Et en fait, tous les éléments de science-fiction sont amenés de façon presque par surprise, en fait. Parce que c'est vrai que les vêtements, les habitations, l'équipement, les véhicules sont très proches du nôtre. C'est juste un peu abîmé, un peu usé. Et par contre, la technologie on va dire très futuriste, très avancée, elle surgit comme ça de façon presque par surprise, soudaine, voilà, très soudaine. Et je voulais justement ce côté-là, qui a un côté un peu, justement, c'est tout on va dire le concept de l'histoire, c'est qu'à la fois magie et technologie se confondent un peu. On ne sait pas si c'est vraiment la technologie ou si c'est de la. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Magie, c'est ça. Combien de temps ça a duré? Combien de temps a duré la préparation de l'album? Alors, depuis le moment où tu t'es dit ça y est, je fais une BD, je me lance. Alors, on va dire le projet. Le début du projet, ça doit dater d'il y a à peu près 4-5 ans. C'est-à-dire que je commençais à avoir ces idées-là, je voulais faire cette histoire-là. Et donc je commençais à beaucoup réfléchir au scénario et j'ai eu surtout une assez longue phase où j'ai cherché un style en fait, de dessin. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'essais, notamment. Alors pour tout ce qui est décor, technologie, ça j'étais assez. Je savais à peu près où je voulais, mais c'est de traits un peu semi-réaliste mais assez poussé, assez détaillé. J'ai mis pas mal de temps à le développer, notamment pour les personnages. J'ai mis beaucoup de temps à chercher un design qui me plaise en fait et qui soit efficace. Et ça m'a pris pas mal de temps. Donc disons que j'ai bien mis 2 ans, 2 ans et demi. Alors, c'est pas bosser à plein temps là-dessus. Hein, non, parce que tu as ton. Voilà, mais 2 ans, 2 ans et demi à réfléchir au projet et à faire des essais. Et au bout des 2 ans, j'ai monté un dossier. Donc, un dossier qu'on envoie aux maisons d'édition, un dossier de bande dessinée classique. Hein, donc, avec quelques planches, une note d'intention, un résumé du scénario, des fiches sur les personnages, des choses comme ça. Donc, un petit dossier d'une dizaine de pages. Et ensuite, je l'ai envoyé. Tu as contacté combien d'éditeurs? Je sais plus, mais il faut voir large. Hein. J'en ai contacté au moins une quinzaine. Ah ouais. Je pense. Ah ouais, de toute façon. Alors c'est pas le premier projet bande dessinée que j'ai envoyé. J'en avais déjà fait avant. J'avais notamment fait il y a quelques années de ça un gros projet en fait avec Florent Bonin, mon coloriste, et où là on travaillait vraiment ensemble et où j'étais que co-scénariste. C'est lui qui dessinait parce qu'il dessine très très bien aussi. On avait fait un beau projet. On avait fait un storyboard de 120 pages. C'est vraiment là aussi où j'ai vraiment progressé, où j'ai vraiment beaucoup appris sur la bande dessinée. On avait envoyé ce dossier alors qui ne s'est pas concrétisé, mais ça malheureusement c'est le lot de la bande dessinée. Aucun éditeur c'est ça, on a vu des contacts intéressants, des retours intéressants, mais malheureusement c'est toujours compliqué. Hein. Nous en tant que lecteur on s'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a pour concrétiser un album, ça on se l'imagine difficilement, sauf ceux qui connaissent un peu c'est beaucoup de le monde de la BD. Et une fois, disons que le contact a été pris avec l'éditeur, que on s'est mis d'accord, que j'ai signé, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à peu près pour dessiner le premier tome, parce que là aussi il y a eu une mise en route. Puis bon, il y a eu le Covid, tout ça, on a perdu pas mal de temps. Et donc voilà, donc on va dire qu'il y a eu 2 ans, 2 ans et demi de préparation et 1 an et demi, 2 ans vraiment de réalisation de l'album. Là, forcément, on commençait à avoir un rythme qui commençait à avancer beaucoup plus vite. Et donc pour le second tome, donc là, normalement, pas normalement, il sortira dans 1 an. Quoi. Il sortira dans 1 an. Il
sortira. Donc là, on est passé à un rythme plus élevé, quoi. Ah, maintenant il faut. Et oui, c'est ça. Et donc sur le premier, tu prends peut-être ton temps et. Alors c'est ça, c'est que justement, comme c'est le premier tome, l'éditeur est quand même cool et il nous dit bon bah prenez le temps qu'il vous faut. En plus, ça reste un premier album, donc c'est quand même, quand on signe, c'est quand même une sacrée pression parce qu'on a fait 5-6 pages. Parce que c'est pas plus, un dossier, faut pas arriver avec 20 pages. 20 pages finies, c'est une folie de faire 20 pages finies pour un dossier qui aboutira pas forcément. Donc on fait 4-5 pages, quoi. Et après on dit, bon ben voilà, là maintenant il va falloir en sortir, le reste. Voilà, une 50aine derrière. Et donc c'est une belle pression, donc il laisse un petit peu le temps déjà pour voir si on a les épaules pour le faire, parce que c'est vrai que la bande dessinée c'est du marathon, c'est pas un sprint, tout est, faut prendre le temps de faire les choses, quoi. Surtout quand c'est un premier, il faut mettre en place des process de travail, s'organiser, organiser sa vie pour justement pouvoir dessiner régulièrement et avancer. Pour être productif. Pour être productif et surtout pour être productif efficacement, parce que là par exemple c'est quelque chose que je fais plus, je donne un peu ma cuisine interne, mais au début, il y a beaucoup de dessins que je refaisais parce que j'en étais pas content, en fait. Tout simplement, on va faire. Ça m'est arrivé souvent de refaire des cases, des visages ou des éléments parce que on n'en est pas content. Alors avec l'expérience, en dessinant de plus en plus, ça arrive de moins en moins. Maintenant, je le fais quasiment plus. Et encore, c'est pas vrai, ça m'arrive encore, mais disons, je me rends compte plus vite que c'est pas bon. J'arrête très vite quand je dis non, ça c'est raté, j'arrête très vite. Mais ça, voilà, c'est de l'expérience. Mais c'est vrai que c'est un processus de toute façon qui est assez long, quoi. Qu'est-ce que j'ai même pour te poser comme question, parce que là ça touche un boulet. Et oui, j'ai un peu. Mais ça, c'est pas grave. Tiens, la 9, c'est pratique d'avoir des. C'est ça, ouais. C'est Clair de Lune qui édite ton premier tome et sûrement le deuxième. Ah oui, c'est ça sera chez eux. Et peut-être le troisième. Alors ça on va voir. Ça on verra. Ça on va voir. Quelle relation on a avec un éditeur? Alors moi je le connais. Qu'est-ce que tu fais avec ton éditeur? Alors moi là aussi j'ai pas trop d'expérience, donc je pourrais pas dire avec les autres éditeurs comment ça se passe. Moi je connais quelqu'un mon éditeur, donc alors moi c'est quelqu'un que je connaissais pas, donc j'ai contacté, j'ai envoyé le dossier, donc il m'a répondu. Alors ça a été surtout un échange de mails en fait. Enfin on communique même exclusivement en mail. On s'est vu une fois en fait. D'accord. C'est une chance que j'ai, c'est-à-dire c'est un éditeur qui est quand même compréhensif. Et il me laisse beaucoup de liberté de création, c'est-à-dire qu'il a un rôle de conseil et de guide, mais il intervient assez peu en fait finalement dans le processus créatif. Il est plus en fait un peu on va dire, c'est lui qui valide les choses en fait. C'est-à-dire que je lui propose des pages et il valide ou pas. Alors des fois, directeur artistique. C'est ça, c'est une sorte de producteur, de directeur artistique, c'est-à-dire que il connaît les grandes lignes, il sait où ça va, il n'a pas les détails. Je lui donne les pages finies et il les valide. Il dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors quand c'est pas bon, on est un peu déçu parce que ça refait du travail. Quand on reçoit des longs mails avec plein de choses, content. Ça arrive. Alors c'est pas arrivé souvent. Alors j'ai eu de la chance, c'est pas arrivé souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et puis surtout, c'est toujours pour le mieux. C'est-à-dire que il a toujours raison. En fait, c'est pour améliorer la bande dessinée. C'est pas pour t'embêter, je pense. Non, c'est jamais pour nous embêter. C'est surtout que souvent, quand il nous fait des remarques, on dit mais oui, c'est une évidence en plus. Comment j'ai fait ça? C'est évident. Après, c'est peut-être entre guillemets le problème d'être à la fois dessinateur et scénariste. T'as un peu la tête dans le guidon. Alors, et on manque un peu de. Alors c'est certain. De recul, quoi. C'est certain. Et surtout le fait que j'ai là aussi c'est mon premier gros projet d'ampleur. Donc forcément, j'apprends un peu tout sur le tas, quoi. Et c'est sûr que ça permet justement d'avoir un œil extérieur et de dire un peu ce qui va pas. Mais après, ça aussi, c'est assez compliqué parce que, alors je travaille quand même beaucoup aussi avec mon coloriste qui m'aiguille, qui m'aide, aussi, qui discute du scénario, tout ça. C'est vrai qu'on a un peu la tête dans le guidon, mais en même temps c'est très facile de se disperser aussi. Parce que si on commence, et d'ailleurs c'est un des conseils qu'il m'a dit, mon éditeur, il me dit commence pas trop à demander l'avis des gens. Parce que sinon, sur la création, sinon tout le monde te fait tout changer. T'as pas fini. Et surtout, quelque part, si l'éditeur te choisit, c'est pour, on va dire, ta vision à toi. C'est-à-dire que tu amènes un projet avec une certaine forme de cohérence, une certaine idée. C'est ça qu'il faut essayer de défendre en fait. C'est rester un peu sur cette ligne. C'est presque ça le plus dur. Il faut essayer de rester sur sa note d'intention, sur le projet qu'on avait au départ et essayer de s'y tenir. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, comme on l'a dit, c'est long. Et c'est vrai qu'on a un peu la tête dans le guidon et il faut réussir à souffler, à prendre de la distance. Et donc l'éditeur, il est là pour ça. Nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la couverture. Je l'ai refait beaucoup de fois. Ça a été un gros travail, la couverture. Ça a été vraiment ce qui est le plus dur pour moi. Ça a été vraiment parce que c'est... En fait, c'est ce qui représente c'est ultra important. L'acte d'achat. C'est ultra important. Oui, parce que faire une couverture, c'est long. Enfin, en fait, c'est ultra important. Nous, en tant que lecteur, c'est ce qui va nous donner envie d'ouvrir. C'est ça. Et si le reste est à la hauteur, on se dit, je prends. C'est ça. Une mauvaise couverture. C'est ça, c'est ultra important. Autant, par exemple, sur le dessin,
je me sentais assez légitime pour voir si mon dessin il était propre, s'il était carré, s'il était correct. Pour la couverture, je me sentais beaucoup moins légitime parce que là, effectivement, il y a un côté marketing, il y a un côté expérience qui rentre en jeu. Et c'est vrai que là, j'ai fait beaucoup de propositions. On a essayé plein de choses. C'est la deuxième en fait de couverture. Celle-là, on en avait fait finaliser une autre, puis finalement qui a été modifiée. Et je suis content de l'avoir fait parce qu'elle est mieux celle-là. J'ai aucun regret avec celle-là, j'en suis très content. Mais ça a été un boulot. Ouais, c'est un boulot dingue en fait. Ouais, la couverture. Après, parce que j'ai pas forcément eu la bonne idée tout de suite, parce qu'il a fallu faire plein d'essais, parce que j'ai tâtonné, je suis pas parti dans la bonne direction, tout ça. Ça aurait pu être plus simple, on va dire. Mais disons que ça a été un gros boulot. La couverture, ça a été un gros truc. Mais j'en suis très très content. Mais ça a été un Donc, comme quoi, des fois, de recommencer quelque chose, quand quelqu'un te dit, ouais, finalement, il vaut mieux reprendre. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Pour du mieux, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est surtout que là, pour le coup, lui, il a l'expérience, il a l'habitude, et s'il dit que ça va pas, c'est que ça va pas, quoi. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, il faut l'écouter. Faut pas chercher. Non, faut pas. Faut pas chercher une seconde. Et c'est vrai que non, c'est ultra important la couverture. Et c'est vrai que surtout pour un tome 1, surtout qu'on t'attend pas, personne te connaît, et tout ça. Donc au moins avoir un visuel un peu. Oui, encore quand tu arrives au deuxième, troisième tome. Oui, c'est ça. Ou quand t'es quelqu'un qui est déjà installé, voilà, les gens te connaissent, ils savent un peu où tu vas. Donc là, tout est à découvrir. Donc forcément, il faut que le visuel de la couverture il soit quand même super important. Et après, moi, j'ai essayé de garder quand même un niveau qualitatif au niveau du dessin. Et même de la couleur, qui est assez constant. C'est-à-dire que la couverture, enfin, je pense qu'il n'y a aucun lecteur qui pourra prendre la couverture, l'ouvrir et dire oh, c'est pas pareil. Ouais, voilà, c'est très comics. Parce qu'il y a des cover artistes dans les comics, donc. Tiens, une couverture d'Adam Hughes, c'est pas bien l'intérieur. Oui. Et donc, voilà, là, je voulais pas de ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une qualité qui est constante entre le début et la fin, et la couverture et l'intérieur. Donc, ça, c'est vrai que ça aussi, ça demande du travail, ça demande de l'engagement. Mais ça, moi, je voulais absolument le faire. Et pour le tome 2, ça sera la même chose. Pour conclure là-dessus, donc, on part sur quoi? On part sur un diptyque, une trilogie? Alors là, ça, c'est un diptyque. C'est-à-dire donc, que... Tu l'as pensé comme un diptyque? L'histoire se finira. 2 tomes diptyque. Voilà. L'histoire sera conclue dans un deuxième tome, mais on verra. Alors ça, après, il faudra discuter avec moi, il faudra que j'en discute avec mon éditeur. On verra plein de choses qui font que on verra si on fait une suite ou pas. Alors ça ne sera pas la suite de l'histoire, mais ça sera, on pourrait dire, un spin-off, disons une autre aventure, une autre histoire, mais dans le même univers, avec des personnages qui resteront. En fonction, il y a peut-être des personnages qui mourront, d'autres qui ne mourront pas à la fin du tome 2. Mais en tout cas, avec les survivants, dans le même univers, il peut y avoir même plusieurs suites. Moi, je serais partant pour faire évidemment des suites et même transformer l'essai, on pourrait dire, pour en faire une série. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire. Déjà, il faut finir ce premier arc, on va dire. Et en tout cas, à la fin du deuxième tome, l'arc sera terminé, l'histoire sera bouclée. Mais après, évidemment, ça laissera des portes. Disons qu'à la fin du tome 2, la Terre n'explosera pas. Il pourra y avoir une suite. Donc, tu gardes la matière sous la main pour... Oui, j'aurai de la matière pour écrire d'autres histoires dans cet univers, ou même dans d'autres. J'ai d'autres idées aussi, mais disons que moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc avec des personnages que j'aime beaucoup aussi, sur lesquels forcément je me suis investi. Et du coup, j'aimerais continuer à les faire vivre. Mais après ça, il faudra voir. Il faudra voir si ça a un intérêt... Quelque chose pour conclure? C'est passé vite? Oui, ça file. Oui, après, je suis quand même. C'est là où on voit le côté prof aussi. Une certaine aisance à parler. Et justement, tes profs, tes élèves, tu leur as dit que tu as fait une BD? Alors, non, c'est hyper délicat en fait. J'avoue, tu leur as pas dit? Non, je ne leur ai pas dit. J'ose pas en fait. J'ose pas. Du coup, s'il y en a un qui tombe sur la vidéo. Il me verra, il le saura. Il le saura. Mais c'est vrai que c'est très particulier parce que quand on est prof, en plus, moi je suis prof au collège. Alors, j'ai été prof au lycée aussi, mais disons. Avec les lycéens, c'est plus facile. Puis en plus, en art plastique, le lycée, c'est des élèves qui font la spécialité, donc qui sont motivés. Ils sont là pour ça. Et puis là, au contraire, même au collège, ils seraient contents de le savoir. Mais parce que forcément, ça assoit un petit peu ta compétence. Tu dis, tiens, il arrive à faire ça quand même. Donc, il sait à peu près de quoi il parle, quoi. Ouais. Au moins, au niveau du dessin, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper délicat parce que quand on est, prof au collège, par exemple, on a une espèce de position d'autorité. On n'est pas là pour vendre des trucs, quoi. On n'est pas là pour dire, au fait, j'ai fait ça. C'est très, très délicat. Ouais. Moi, j'avoue, j'y arrive pas. D'accord, bon, on verra si... S'ils me découvrent, tant mieux. S'ils me demandent, je leur dirai avec plaisir. Mais j'avoue, non. Et pourtant,
bon comment dire, Un bon vivier. je vois beaucoup d'élèves, hein, il y aurait un certain potentiel de lecteur, mais non, vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça se trouve, il y a la BD au CDI ou dans la bibliothèque et... Non, je pense pas encore. Puis en plus, elle est. Alors, disons, ça reste quand même une bande dessinée adulte, pas que ce soit. Mais disons que, oui, sinon au collège, ça passe. Disons à partir de 12 ans, 12-13 ans. Mais disons, faut pas. Non, je pense pas qu'elle soit au CDI quand même. Olivier, merci beaucoup pour ces merci 20 minutes, un petit peu plus, mais c'est pas grave. 20 minutes passées avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour la cellule Phantom qui est sortie en avril, c'est ça? C'est ça, le 7 avril. 7 avril, et puis on se donne rendez-vous donc l'année prochaine. C'est ça, en avril à peu près. Pour le tome 2, rendez-vous. Ça marche. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Ciao.